Elle est animée de nuit comme de jour. Ses studios de cinéma et ses parcs d'attractions tournent à plein régime. Le pétrole y coule à flot. Et de curieuses créatures semblent peupler ces lacs. À Los Angeles, tout le monde peut devenir la star d'un jour. En glissant sur les vagues, comme les premiers surfeurs de Californie, sur une planche à roulettes, là où le skateboard est devenu un sport extrême, ou en s'entraînant sur la plage, comme un ancien bodybuilder devenu une légende d'Hollywood. Mais à Los Angeles, il faut travailler dur pour se faire une place au soleil. Les aspirants à la gloire sont légion, mais le nombre d'élus est infime. Los Angeles vibre aussi bien le jour que la nuit. Après le coucher du soleil, ses routes continuent d'être très fréquentées. Des spectacles nocturnes illuminent son front de mer. L'une des meilleures équipes de NBA joue sur son terrain. Et au 73e étage d'un gratte-ciel, on se détend dans l'un des bars les plus hauts du monde. La vie bat son plein aux quatre coins de la ville. Bienvenue à Los Angeles. Quand le soleil se lève sur les monts San Gabriel et que les tours de la ville se dessinent à l'horizon, plus de 10 millions de personnes commencent leur journée à Los Angeles. C'est l'une des régions les plus peuplées des États-Unis. Et tous les matins, le même spectacle se déroule aux abords de la ville. Le grand ballet des voitures à l'heure de pointe. Malgré plus d'1 millier de kilomètres de route, les embouteillages du Grand Los Angeles sont parmi les pires du monde. La région est zébrée d'artères qui se mêlent et s'entrecroisent. La plupart de ces routes conduisent au centre de la métropole. Le reste relie les 87 villes de cet immense comté californien, qui s'étend de l'océan Pacifique au désert des Mojaves. Vu du ciel, les boucles et les rampes des nombreux échangeurs sont très impressionnantes. C'est ici qu'a été construit le premier échangeur sur 4 niveaux. Il se trouve au nord du centre-ville, là où les autoroutes 101 et 110 se croisent. Sa construction a débuté en 1948. Les autoroutes 101 et 110 se trouvent au 2e et 4e niveau, tandis que les rampes d'accès sont au 1er et 3e niveau. En tout, l'échangeur compte 22 voies et 7 ponts. Peu après son ouverture totale en 1953, certains automobilistes avaient peur de l'utiliser. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup le choix, car le transport routier reste le moyen le plus rapide de se rendre au travail pour bon nombre d'habitants de l'agglomération. Parmi eux, des comédiens bravent les embouteillages 3 fois par semaine pour se présenter dans cette agence de casting. Ils espèrent tous décrocher un petit rôle dans un film hollywoodien ou bien faire de la figuration. Cette agence implantée depuis longtemps à Los Angeles aide les jeunes acteurs à se familiariser avec les techniques du cinéma et les ficelles du métier. La Cité des Anges représente un Eldorado pour tous ces amoureux du cinéma.
Les candidats font souvent la queue dès l'aube devant cet ancien entrepôt situé dans la banlieue de Burbank, dans l'espoir d'entrer à leur tour dans l'histoire du 7e art. Burbank se trouve dans la vallée de San Fernando, simplement surnommée la Vallée. Entre la vallée et le bassin de Los Angeles se dresse un ensemble de collines, à la frontière orientale des monts Santa Monica. Elles appartiennent à un immense parc de plus de 17 km², soit 5 fois la superficie de Central Park à New York. Chaque matin, les joggeurs envahissent les sentiers de Griffith Park pour s'adonner à leur sport quotidien face à une vue spectaculaire sur Los Angeles. Les terres du parc ont été données à la ville par Griffith J. Griffith, un immigré arrivé sans le sou de son pays de Galles natal. Après s'être enrichi grâce à l'immobilier et au gisement d'argent, il a notamment financé un observatoire qui porte aujourd'hui son nom. Son dôme abrite l'un des plus grands planétariums du pays. Et comme presque tous les monuments célèbres de la ville, il a servi de décor à plusieurs films hollywoodiens. L'une des principales scènes de la comédie musicale La La Land a été tournée ici. Et les fans d'Arnold Schwarzenegger n'oublieront jamais la scène culte du premier Terminator quand il surgit nu devant cet obélisque. L'histoire personnelle de Griffith J. Griffith pourrait-elle aussi faire l'objet d'un film? En 1903, en proie à des crises de paranoïa et convaincu que sa femme complote avec le pape pour l'assassiner, il lui tire une balle dans l'œil dans un hôtel de Santa Monica. Ses avocats lui permettent d'échapper à la prison pour tentative de meurtre. Il n'est condamné qu'à 2 ans d'incarcération pour coups et blessures par balle. Il est 9h36. Dans le quartier de Venice, l'un des plus connus de Los Angeles, des bodybuilders s'entraînent déjà à cette heure matinale. Cette plage est surnommée Muscle Beach, la plage des culturistes. C'est ici qu'Arnold Schwarzenegger a commencé sa carrière comme bodybuilder, avant de devenir une star de cinéma. Lors de sa création en 1934, Muscle Beach se trouve un peu plus loin sur la côte, à Santa Monica. Le culturisme est une toute nouvelle discipline, et la plage attire rapidement les foules venues admirer les performances des athlètes. Ensuite, en 1959, la ville de Santa Monica fait soudain fermer la plage et Muscle Beach est déplacé à Venise. Arnold Schwarzenegger arrive à Los Angeles en 1968, à 21 ans. Il est persuadé que le culturisme lui ouvrira les portes de la gloire. Il s'entraîne d'arrache-pied et remporte son premier titre de Mister Olympia 2 ans plus tard. Une fresque de l'acteur, devenu gouverneur de Californie, rend hommage à cette légende de Muscle Beach. Venise est également célèbre pour son remblai et son skatepark. Celui-ci se situe sur la plage et couvre 1600 mètres carrés. Ce sont des skateurs de la ville qui ont inspiré la conception de ce parc. Los Angeles a joué un rôle capital dans l'histoire de la discipline. C'est ici que les premiers skateurs californiens ont transformé ce simple hobby en sport extrême. Pour bien comprendre les origines du skateboard, il faut comprendre la culture du surf en Californie qui remonte à plus de 100 ans. Tout commence au début du XXe siècle, quand de riches entrepreneurs achètent des plages entières et font construire des quartiers résidentiels en bord de mer. C'est l'argent du tabac qui finance la création de Venise. Le nouveau quartier est construit autour de canaux et de ponts et vendu sous le nom de Venise de l'Amérique. Non loin de là, un magnat du chemin de fer, Henry Huntington, fait lui aussi construire son propre quartier balnéaire.
Afin de faire la promotion de Redondo Beach et de sa nouvelle voie ferrée, Huntington engage un surfeur hawaïen du nom de George Freeth pour faire quelques démonstrations de longboard. Beaucoup n'ont alors jamais assisté à un tel spectacle. C'est la naissance de la culture du surf en Californie par celui qu'on surnomme désormais le père du surf moderne. Il est bientôt 10 heures et les surfeurs sont de sortie autour de la jetée de Huntington. Ils sont nombreux à venir surfer sur ces vagues légendaires avant de commencer leur journée de travail. Depuis l'époque de George Freeth, la culture du surf s'est étendue à toute la côte californienne et au monde entier. Surf Rider Beach à Malibu est devenu un spot prisé. C'est la première réserve mondiale de surf, ce qui signifie qu'aucune construction n'est autorisée. Et un peu plus au sud, dans le comté de San Diego, le longboard est encore très pratiqué. De nombreux passionnés tentent ici de parfaire leur maîtrise des vagues. Les conditions sont idéales pour s'essayer au hang ten, une position dont l'objectif est de tenir debout les 10 orteils posés à l'avant de la planche. Un défi que tous ne parviennent pas à relever. Beaucoup d'amateurs de la discipline dorment dans leur camping-car pour ne pas manquer la vague du siècle. Même au paradis du surf, les vagues ne sont pas toujours favorables. Et il arrive de passer une journée à simplement ramer. Alors dans les années 50, des surfeurs décident de fixer des roulettes sur une planche afin de pouvoir l'utiliser sur le bitume et par tous les temps. En 1962, le premier magasin de skateboard ouvre ses portes dans la vallée. Il existe encore aujourd'hui. Mais ce n'est que dans les années 70 que la discipline décolle enfin. Los Angeles connaît alors une terrible sécheresse et les piscines comme celle-ci sont vides. Elles deviennent les premiers skateparks. Un groupe de surfeurs et de skateurs, la Zephyr Competition Team, part en quête de ces piscines vides pour s'entraîner. Très vite, ils impressionnent le monde entier avec leur nouveau style et leur figure. Surnommés les Z-Boys, ils se retrouvent dans un magasin de surf situé dans le quartier de Dogtown. La boutique n'existe plus, mais grâce à la célébrité des Z-Boys, la ville de Santa Monica a refusé que le bâtiment soit démoli. Aujourd'hui, les habitants de Los Angeles pensent à préserver leur patrimoine. Mais pendant des décennies, les paysages ont été régulièrement métamorphosés par des projets de grande envergure. Le Dodger Stadium en fait partie. Une colline se dressait autrefois à la place de ce stade. Elle abritait l'une des plus anciennes communautés américano-mexicaines de Los Angeles, dont les racines remontent aux années 1840. La communauté de ce quartier, nommée Chavez Ravine, est expulsée dans les années 1950 à la suite du rachat des terres par le gouvernement de l'État. En 1959, les ingénieurs rasent la montagne et commencent la construction du stade. Pour ériger la tribune, il faut 5 millions de tonnes d'acier et la plus haute grue du pays. À l'inverse, d'autres projets colossaux ont été conçus pour protéger la ville. L'un d'eux serpente au fond du bassin de Los Angeles. Ce fleuve est en partie bétonné dans les années 1930 pour contrôler les inondations trop fréquentes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un filet d'eau dans cette section du fleuve Los Angeles. Pourtant, dans certaines banlieues, comme celle de Bel Air, il n'y a de toute évidence pas de restriction d'eau. Ces villas sont entourées de jardins luxuriants, de piscines et de fontaines. Cette propriété de 5000 m² avec ses jardins paysagers s'inspire d'un château à la française. Elle a été construite en 1988 pour Aaron Spelling,
le producteur des séries Drôle de Dame, La Croisière s'amuse et Beverly Hills. L'une des sources d'eau principales à Los Angeles se trouve dans le nord de la vallée de San Fernando. C'est ici que prend fin une merveille de l'ingénierie qui permet à l'agglomération de survivre malgré le climat aride. Au début du XXe siècle, face à la croissance rapide de la population et la menace de sécheresse, la municipalité de Los Angeles adopte un projet d'irrigation pour assurer l'avenir de l'agglomération pendant des décennies. Elle commence à acquérir des ranchs et les droits d'accès à l'eau qui vont avec dans une région reculée un peu plus au nord, la vallée de l'Owens. Puis elle fait construire un aqueduc de 350 km de long pour acheminer l'eau jusqu'à Los Angeles. À l'époque, c'est un véritable exploit technologique. Le 5 novembre 1913, l'aqueduc est inauguré en fanfare et l'eau coule pour la première fois jusqu'à la vallée de San Fernando. Aujourd'hui, un tiers de l'eau de Los Angeles provient de la vallée de l'Owens. Une fois sortie de l'aqueduc, elle est stockée dans cet immense réservoir. Depuis 2015, la surface du lac est entièrement tapissée de 96 millions de balles noires thermoplastiques. Dès que l'eau est déversée dans la partie nord du réservoir, des milliers de balles de 10 cm de diamètre se resserrent en surface. Elles empêchent la prolifération des algues et l'évaporation de l'eau. Mais leur principale fonction est de lutter contre une substance cancérigène, le bromate, qui se forme quand la lumière du soleil entre en contact avec deux produits chimiques de traitement de l'eau contenant du bromure et du chlorure. L'opération, qui a coûté plus de 30 millions d'euros, devrait permettre de sauvegarder 1 milliard de litres d'eau par an. Pour que les balles ne s'envolent pas sous l'effet du vent, elles ont toutes été remplies d'eau. L'aqueduc alimente de nombreuses banlieues de Los Angeles, et notamment dans le sud de la vallée, la banlieue de Burbank, ainsi qu'un site appelé Universal City. Cette ville dans la ville possède son propre code postal, ses rues et ses immeubles, mais personne n'y habite, à l'exception des sorciers du pensionnat de Poudlard. C'est ici que se trouvent les studios Universal et leur parc d'attractions. Fondés au début du XXe siècle sur des terres agricoles, les studios étaient si éloignés de Los Angeles que beaucoup considéraient l'investissement comme une folie. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes attractions touristiques de la région. Beaucoup d'acteurs en herbe travaillent dans ce parc, car les employés bénéficient de cours de théâtre gratuits. Ils ont également l'occasion de rencontrer des directeurs de casting. L'une des attractions du parc est inspirée du film de science-fiction Waterworld avec Kevin Costner. Non loin de là se trouve le décor de Colonial Street. Cette rue est censée représenter une petite ville américaine typique. Les amateurs de la série Desperate Housewives y reconnaîtront Wisteria Lane. Les studios Universal ne sont pas les seuls à s'être implantés dans le sud de la vallée. Ceux de la Warner se trouvent juste à côté. Au pied de son château d'eau emblématique s'étend le décor de la série Urgence, qui a fait connaître l'acteur, réalisateur et producteur George Clooney. Les équipes de tournage travaillant à la Warner déjeunent souvent dans ce restaurant de l'autre côté de la rue. George Clooney et son associé en étaient si friands que leur maison de production porte le même nom que cet établissement.
Pour beaucoup d'habitants de Los Angeles, déjeuner est synonyme de restauration rapide. Et l'une des grandes franchises de Californie a vu le jour dans le comté de Los Angeles. En 1948, Harry et Esther Snyder ouvrent un minuscule restaurant de burgers dans la banlieue de Baldwin Park. Pour se démarquer, ils n'utilisent que des produits frais, proposent un service rapide, un menu très simple et un drive-in. Cette réplique de leur premier restaurant se tient tout près de leur baraque à burgers d'origine. Harry Snyder met aussi en place un système d'interphone à l'entrée du parking pour que les clients puissent commander en avance et gagner du temps. Ce système est vite repris par tous les restaurants en drive-in. 70 ans plus tard, le menu n'a presque pas changé et des franchises ont ouvert un peu partout en Californie. La petite fille des fondateurs, Lindsay Snyder, a hérité de cet empire familial évalué à plusieurs milliards en 2017. Mais tout le monde n'est pas adepte des burgers sur le pouce. Les célébrités d'Hollywood fréquentent des restaurants plus chics, comme celui du Beverly Hills Hotel. Cet hôtel est devenu un acteur à part entière de la vie quotidienne à Hollywood. Il est aussi le rendez-vous des stars depuis son ouverture en 1912. Marilyn Monroe a séjourné dans l'un de ses bungalows à l'occasion du tournage de certains Lem Show. Et Elizabeth Taylor y aurait passé 6 de ses 8 lunes de miel. Orson Welles, Warren Beatty ou dans un autre registre, Jay-Z et Beyoncé ont nagé dans sa piscine et fréquenté son bar devenu culte. En 2014, beaucoup des habitués de l'hôtel décident de boycotter l'établissement quand son propriétaire, le sultan de Brunei, impose dans son pays des lois bafouant les droits de l'homme. L'une d'elles condamne notamment les homosexuels à la mort par lapidation. Le conseil municipal de Beverly Hills tente même de le contraindre à vendre son hôtel. En vain. Aujourd'hui, les stars sont revenues et le propriétaire n'a pas changé. L'hôtel est reconnaissable entre tous grâce à ses immenses palmiers. Difficile d'imaginer Los Angeles sans ces arbres qui bordent la plupart des rues. Ils ont été importés et plantés pour des raisons esthétiques. Les palmiers ne poussent pas naturellement à Los Angeles. La première rangée a été plantée par un certain Charles A. Longstreet en 1870. L'allée menant à sa propriété a été baptisée Palm Drive. Étonnamment, ces arbres sont pour l'instant encore debout après plus d'un siècle. Bien que certains quartiers de Los Angeles arborent une végétation tropicale, le climat ici est méditerranéen. En raison du niveau annuel de précipitations, cette partie de la Californie n'est pas considérée comme une zone désertique. Le comté est soumis à de nombreux microclimats différents. Cela offre aux réalisateurs et producteurs de films une grande variété de paysages naturels tout près de leur studio. Non loin de la vallée, voici le ranch de Veluza, qui a servi de décor à de nombreux westerns. Et plus à l'ouest, les collines qui se dressent derrière la ville de Malibu ont accueilli l'une des séries les plus longues de l'histoire de la télévision, MASH. C'est dans le parc d'État de Malibu Creek qu'a été tourné le générique de cette série culte. MASH s'inspire du film du même nom et raconte le quotidien d'un hôpital militaire américain pendant la guerre de Corée. L'ambulance que l'on voit dans le générique est toujours au même endroit. Ces paysages permettent aussi d'imaginer à quoi ressemblait Los Angeles avant l'arrivée des colons espagnols.
La tribu amérindienne des Chumash peuplait alors ces collines en bord de mer. On estime qu'entre 18 000 et 22 000 Amérindiens ont vécu dans la région. Il est bientôt midi. Cet énorme rocher qui se dresse devant le musée des arts du comté de Los Angeles, le LACMA, est baigné de soleil. Mais ce rocher de 300 tonnes n'a pas été amené ici par un séisme, un glissement de terrain ou une éruption volcanique. Il a été transporté depuis une carrière à 150 km de là. En 2012, quand le rocher fait son entrée dans les rues de Los Angeles, il est acclamé par des milliers de passants venus assister à l'événement. Il fait partie d'une installation extérieure permanente de l'artiste Michael Heiser. L'œuvre, baptisée Levitated Mass, qui signifie masse lévitée, est posée à cheval sur une passerelle destinée aux visiteurs. La zone sur laquelle se situe cette œuvre d'art contemporain est riche en histoire. Elle renferme les traces d'animaux très anciens qui erraient dans les collines et les vallées de Los Angeles. Il y a encore 10 000 ans, d'énormes mammifères comme le mastodonte d'Amérique peuplaient cette région. Mais certains ont fait l'erreur de s'aventurer sur les rives de ce lac opaque. Contrairement aux apparences, ce lac n'est pas constitué d'eau, mais d'asphalte naturel. Cette reconstitution montre comment des milliers d'animaux préhistoriques ont péri en se retrouvant pris au piège de mares de goudron. Plus d'1 million d'ossements ont été découverts à ce jour. Ils appartenaient à des tigres à dents de sabre, des loups et même des dromadaires. 3 des nombreuses espèces qui ont disparu de la région il y a des milliers d'années. Des restes humains ont aussi été retrouvés dans ce lac. Le crâne d'une jeune femme a été découvert près des os d'un chien domestique. Certains scientifiques pensent qu'elle aurait fait l'objet d'un sacrifice il y a environ 10 000 ans. Baptisée la femme de La Brea, c'est l'une des premières habitantes connues de Californie. L'asphalte de lac comme celui-ci était utilisé par les Amérindiens pour étanchéifier la coque de leur bateau. En 1892, un homme du nom d'Edward Doheny décide de creuser un puits dans l'un de ces lacs de goudron et découvre du pétrole. Il est à l'origine du premier boom économique de Los Angeles. Quand le premier village de Los Angeles est fondé en 1781, cette place est le cœur de la nouvelle colonie. L'église Notre-Dame, la Reine des Anges, se dresse au centre de l'esplanade. Elle est achevée en 1814. Elle est dédiée aux 11 premières familles espagnoles arrivées du Mexique. Los Angeles est cédé aux États-Unis en 1848 avec le reste de la Californie, quand le pays remporte la guerre américano-mexicaine. Les années qui suivent se déroulent sans histoire. Et en 1870, il y a moins de 6 000 habitants dans la ville. 30 ans plus tard, on en dénombre 100 000. La ville connaît un essor fulgurant grâce au chemin de fer et au pétrole. À la fin du XIXe siècle, avec l'ouverture de la première ligne de chemin de fer entre la côte Est et Los Angeles, des milliers de personnes viennent s'y installer. Quelques années plus tard, Edward Doheny découvre du pétrole dans les collines près de l'actuel Dodger Stadium. Très vite, il fait forer des centaines de puits et amasse une fortune considérable. L'histoire de ce magnat du pétrole a inspiré le film de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. Au début du XXe siècle, toute la région de Los Angeles est tapissée de puits de pétrole. Encore aujourd'hui, l'industrie pétrolière fait partie de la vie quotidienne de beaucoup d'habitants. Quand des clients se rendent dans ce restaurant de Long Beach, ils passent devant un puits en activité. Et ces nouveaux immeubles sont construits autour de pompes en fonctionnement.
les architectes rivalisent également d'ingéniosité pour dissimuler les puits de pétrole. Au large de Long Beach, cette plateforme a été conçue pour ressembler à un complexe hôtelier entouré de palmiers. Et non loin de Beverly, en voici une autre en forme de synagogue. Ce trompe-l'œil est troublant. Cette tour, appelée la Cardiff Tower, cache un derrick en activité. Elle a été érigée en 1966 dans le but de ne pas enlaidir l'architecture de la ville. Car tout le monde n'apprécie pas de vivre au milieu des puits de pétrole. Juste à côté du terrain de football du lycée de Beverly Hills, se dresse une structure en bois multicolore qui a longtemps masqué un puits très lucratif. Nicolas Cage, Lenny Kravitz et Angelina Jolie font partie des anciens élèves de ce lycée. L'enceinte de l'établissement abrite plusieurs puits de pétrole. Au fil des années, ils ont permis de générer plusieurs millions d'euros pour la municipalité de Beverly Hills. Mais ils sont aussi à l'origine d'un procès opposant la compagnie pétrolière à d'anciens élèves et professeurs du lycée défendus par la militante Erin Brockovich. Le verdict reconnaît que les toxines émanant des puits de l'école sont responsables d'un nombre de cancers anormalement élevé. Fin 2016, ce puits est fermé. La compagnie fait ensuite faillite et la ville a désormais la responsabilité de dissimuler tous les puits, ce qui pourrait coûter plusieurs millions. La plupart des puits de pétrole creusés dans Beverly Hills sont désormais condamnés. Mais il suffit de parcourir 10 km vers le sud pour en trouver une concentration très élevée. Le champ pétrolifère d'Inglewood est le plus grand gisement urbain des États-Unis. Depuis son ouverture en 1924, le site a produit 400 millions de barils. Il y a encore beaucoup de pétrole sous Inglewood, de quoi remplir au moins 30 millions de barils. Cette banlieue n'est pas près de retrouver sa tranquillité. Tandis que les compagnies pétrolières tentent de se faire oublier, une église à Los Angeles affiche sa présence en lettres capitales. En 1977, l'église de Scientologie rachète cet ancien hôpital pour en faire son siège national. Son nom est presque aussi visible que celui d'Hollywood sur la colline qui domine la ville. Les membres de l'église surnomment le siège la base de commandement de la région Pacifique. La Scientologie est largement considérée comme une secte. Chaque jour, un flot permanent d'employés et de membres pénètre dans ce bâtiment. Mais personne à l'extérieur ne sait réellement ce qui se passe derrière ces murs. Des stores masquent la plupart des fenêtres. En bas de la rue, sur Franklin Avenue, se trouve le Celebrity Center. C'est ici que l'église organise des séances spéciales pour les acteurs, musiciens et personnalités de Los Angeles. Tom Cruise et John Travolta sont sans doute les scientologues les plus célèbres. Mais l'église compte beaucoup de membres illustres. D'anciens scientologues dénoncent régulièrement des manipulations et des comportements abusifs. C'est le cas de l'actrice Léa Remini. Elle présente même une série télévisée intitulée « Confession d'une ex-scientologue » où elle interroge des membres actuels ou anciens de l'Église. Certains abus auraient eu lieu ici, à 160 km au sud-est de Los Angeles, dans un lieu surnommé Gold Base. Ce campus bien gardé s'étend sur plus de 200 hectares sur le site d'une ancienne station thermale. C'est ici que résiderait le dirigeant actuel de l'Église, David Miscavige, entouré de dizaines d'autres scientologues. Cette maison de style écossais se dresse au centre du campus. Elle aurait été construite pour le fondateur de la scientologie, aujourd'hui décédé, L. Ron Hubbard. La propriété est parfaitement entretenue afin d'accueillir Ron Hubbard
lors de sa prétendue réincarnation. Son ancien camping-car en parfait état dort dans le garage. Plus loin dans la vallée, cette réplique d'un château écossais abrite des studios de cinéma à la pointe de la technologie. D'anciens scientologues ont rapporté des témoignages troublants sur les activités du campus. Certains membres y seraient séquestrés pour mauvais comportement dans un bâtiment surnommé Le Trou, contraints à des travaux forcés et menacés physiquement. La direction de l'Église dément fermement ces accusations. Une chose est sûre, les agents de sécurité savaient exactement qui entre et qui sort de la propriété. Sur la colline au-dessus de la clôture en barbelé qui cerne le campus, se cache un bunker. Il est camouflé et doté de caméras de surveillance, filmant aussi bien l'extérieur du campus que ses membres situés à l'intérieur. Pendant que des scientologues passent des journées, voire des semaines enfermés à Gold Base, d'autres habitants de Los Angeles partent en exploration. Près de la côte, le relief de Los Angeles semble relativement plat. Mais d'impressionnantes montagnes se dressent au nord de l'agglomération. Ce sont les monts San Gabriel. Ils font partie d'une réserve protégée au centre du comté, appelée la Forêt nationale d'Angeles. La principale attraction de ce parc est le mont San Antonio, qui culmine à 3067 mètres d'altitude au nord du petit village de montagne appelé Mount Baldy. Il faut parcourir plus de 15 km à pied pour parvenir au sommet. C'est l'un des premiers fermiers californiens qui a donné à ce pic le nom d'un saint portugais, San Antonio, et le nom est resté. La plupart des habitants de Los Angeles le surnomment le mont Baldy, qui signifie « chauve », en raison de son versant ouest dénué d'arbres. Il est couvert de neige la majeure partie de l'année. Mais pendant l'été et l'automne, il attire les randonneurs venus escalader le point culminant du comté. Tout le monde ne vient pas dans ces montagnes pour marcher. Certains veulent vivre le grand frisson. Ce pont faisait partie d'un projet de développement routier lancé dans les années 1930. Des inondations ont détruit la route en chantier et le pont n'a jamais été achevé. Il est aujourd'hui surnommé le pont qui ne mène nulle part. En 1994, le chanteur Leonard Cohen quitte sa résidence de Los Angeles pour se retirer dans les monts San Gabriel, au monastère de Mount Baldy. Il vit 5 ans en reclus dans l'une de ses cabanes et mène une vie simple avec les autres moines. Il espère guérir de sa dépression chronique que ni le vin, ni les femmes, ni la musique ne sont parvenus à soigner, déclare-t-il alors. Mais il remplit également les fonctions d'assistant personnel du fondateur du monastère et grand maître zen japonais. Pendant cette période, Leonard Cohen compose un nouvel album qu'il sort peu après son retour à Los Angeles en 1999. Quand les randonneurs quittent les monts San Gabriel, juste avant le coucher du soleil, le port de Los Angeles s'anime. Cette immense zone portuaire s'étend sur 3000 hectares au sud du centre-ville. C'est le port de commerce le plus actif des États-Unis. Chaque jour, près de 25 000 conteneurs sont chargés et déchargés ici. Juste à côté, voici le deuxième port le plus actif du pays, celui de Long Beach. Il est 17h et une expérience futuriste est en cours. Elle pourrait révolutionner le transport maritime international. Quand le port de Long Beach est ouvert en 1911, les quais sont sales, désorganisés
est peuplée de dockers qui chargent et déchargent les bateaux à la main. Un siècle plus tard, le travail est presque entièrement effectué par des ordinateurs et des robots. Les conteneurs sont empilés par des grues automatiques en attendant d'être hissés sur les navires cargo. Un logiciel informatique enregistre chaque conteneur et organise les chargements. Quand le moment est venu d'en charger un sur un navire, une grue le soulève et le dépose sur une remorque automatique. Sous le bitume, un réseau magnétique permet aux remorques de s'orienter seules, sans l'aide d'un conducteur. Ces machines sont peut-être l'avenir du transport maritime. Contrairement aux hommes, elles fonctionnent 24 heures sur 24. Elles peuvent être programmées pour travailler en continu. La seule difficulté est d'éviter qu'elles ne se percutent lors d'une manœuvre. Une autre grue vient ensuite soulever le conteneur et le dépose dans sa zone de préchargement sur le quai. Jusqu'à maintenant, tout le travail a été effectué par des machines. Mais ce sont les hommes qui se chargent de la dernière étape, la plus délicate. Positionner chaque conteneur sur le pont du navire, sans heurter ceux déjà en place. Cette gigantesque partie de Tetris nécessite de la dextérité, de l'expérience et de la précision dont seuls les êtres humains sont capables, du moins pour l'instant. À Los Angeles, l'un des plus beaux endroits pour admirer le coucher de soleil est la jetée de Santa Monica. Quand l'horizon est dégagé, des centaines de personnes viennent assister au spectacle. Seuls l'océan et le ciel les séparent du soleil couchant. Au fil des décennies, plusieurs jetées sur le Pacifique ont été construites à Santa Monica. Elles accueillent souvent des salles de danse, des patinoires et autres attractions. Mais beaucoup ont été endommagés par des incendies ou des intempéries. Celle-ci est largement détruite en 1983 par une série de tempêtes. Une association parvient à collecter les fonds nécessaires pour la reconstruire. Avec sa grande roue et ses restaurants, elle est désormais le cœur de Santa Monica, de jour comme de nuit. Quand le soleil disparaît enfin à l'ouest, les lumières artificielles deviennent la principale attraction de la ville. Comme Los Angeles et New York sont les deux métropoles les plus peuplées des États-Unis, elles font souvent l'objet de comparaisons. New York est surnommée la ville qui ne dort jamais. Pourtant, des études montrent que les New-Yorkais dorment quelques minutes de plus en moyenne que les habitants de Los Angeles. Il suffit de constater la densité de la circulation nocturne pour le croire. Rentrer chez soi peut s'avérer un processus interminable, tout comme se rendre au travail le matin. Ce soir, certains automobilistes ne rentrent pas chez eux, mais se rendent dans le centre-ville de Los Angeles. L'équipe de basketball de la ville, les Lakers, joue à domicile contre l'équipe de Houston. Dès 1924, la ville de Los Angeles impose des restrictions de hauteur pour les nouveaux bâtiments. Aucune construction ne doit dépasser l'hôtel de ville, haut de 138 mètres. La municipalité craint que le vent ne s'engouffre entre d'éventuels gratte-ciel, comme dans un canyon. Cette restriction est levée en 1957 et des tours commencent à apparaître. Aujourd'hui, Los Angeles abrite la plus haute tour de Californie, le Wilshire Grand. Ce gratte-ciel de 73 étages entièrement vitré a pour thème les paysages californiens. Son toit en verre est censé évoquer une formation rocheuse du parc national de Yosemite.
et sa façade s'inspire de la surface réfléchissante du fleuve Merced. Los Angeles étant à cheval sur plusieurs failles sismiques, la tour est conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 7,5. Un bar à cocktail se trouve sur le toit, au 73e étage de la tour. Ce bar d'extérieur haut perché offre une vue spectaculaire sur cette ville qui possède la densité de population la plus élevée des États-Unis. Au pied de la tour, à l'automne, Pershing Square accueille une patinoire. Scène étrange au cœur d'une métropole chaude et aride. Dans l'ouest de la ville, à West Hollywood, Sunset Boulevard brille de mille feux à la nuit tombée. Son Sunset Strip est bordé de clubs et de cinémas. Dans les années 1920, le Sunset Strip se trouvait à l'extérieur de la ville et les jeux d'argent y étaient autorisés. Peu à peu, les bars se sont multipliés sur cette avenue qui conduit à Beverly Hills. Ce quartier est depuis longtemps le rendez-vous des musiciens, avec ses studios d'enregistrement, ses maisons de disques, ses magasins de musique et ses discothèques. Le Whisky à Gogo, qui a ouvert ses portes en 1964, est l'un des clubs les plus légendaires de West Hollywood. Les Doors y jouaient régulièrement. Otis Redding et le groupe Soundgarden se sont également illustrés sur cette scène mythique. En 1973, le célèbre producteur Lou Adler ouvre le Roxy à proximité. Depuis, le club a accueilli Neil Young, U2, Guns N' Roses et les Ramones, qui ont donné ici leur tout premier concert californien. Aujourd'hui, des concerts ont encore lieu tous les soirs sur le Sunset Strip. Mais beaucoup viennent désormais aussi pour la comédie. De célèbres acteurs et artistes de one-man show ont commencé leur carrière ici, au Comedy Store. Ce club, ouvert en 1972, a lancé Robin Williams, David Letterman ou encore Michael Keaton. La nuit, les lumières du Sunset Strip se perdent parmi les 1000 avenues éclairées de Los Angeles. Ces lueurs vont continuer de briller jusqu'à l'aube, longtemps après le lever de lune au-dessus des collines de Santa Monica. Chaque jour, le grand Los Angeles s'illumine un peu plus et sa population grandit. Les prévisions annoncent une augmentation de 3,5 millions d'habitants d'ici à 2060. Mais une chose ici ne changera jamais. Le soleil se lèvera toujours derrière les monts San Gabriel à l'est et illuminera la vallée jusqu'aux grandes plages de Los Angeles. Tikal, cette cité bâtie il y a plus de 2000 ans dans la forêt guatémaltèque, était la ville la plus importante de la civilisation maya. À l'époque, c'était l'une des plus grandes villes précolombiennes. Mais comment un petit village est-il devenu la capitale d'un vaste empire? Ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est religieux.
Et pourquoi cette métropole s'est-elle ensuite transformée en ville fantôme? Du jour au lendemain, des milliers de gens l'ont abandonné. Aujourd'hui, une expédition scientifique veut percer le mystère en scannant le site grâce à la technologie LIDAR. Pour exhumer les secrets de la cité, il faut écarter les arbres et déconstruire virtuellement les temples antiques. Des recherches récentes vont révéler comment Tikal s'est hissée au sommet du monde Maya et pourquoi elle s'est soudain effondrée. Au cœur de la forêt tropicale humide du Guatemala se cachent les ruines d'une mystérieuse métropole.